Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir à nouveau pour une formation. Le sujet de la loi NOTRe est un sujet qui va nous occuper assez fréquemment au cours des prochaines semaines et je pense que surtout il occupe beaucoup de votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons à la suite de la formation du 11 septembre. Nous avions plus de 1000 participants, ce qui était une première, je crois, pour chacune et chacun d'entre nous. Nous allons aborder un sujet pour lequel nous avions été très fortement à la fois interrogés et interrogés depuis, notamment l'ADCF et Mairie Conseil, c'est cette problématique de la fusion des communautés, éventuellement de l'extension des périmètres géographiques des territoires, puisque c'est une question majeure. Nous organisons cette formation dans le cadre du partenariat avec la DCF et dans le cadre du partenariat avec Mairie Conseil, qui est un service de la Caisse des dépôts. Et je suis heureux d'accueillir les intervenants qui, à leur tour, vont à la fois aborder ce qui impacte vos collectivités au titre de la loi, mais surtout répondre aux questions que vous poserez. Une précaution que nous prenons systématiquement, nous sommes très nombreux à être inscrits aujourd'hui, donc il est probable qu'il y aura de nombreuses questions. Nous ne pourrons peut-être pas répondre à chacune d'entre elles, nous essaierons d'aborder toutes les thématiques que vous souhaitez voir traitées aujourd'hui, et bien sûr, une réponse sera abordée aux questions beaucoup plus précises, et notamment beaucoup plus locales. Donc je donne tout de suite la parole à Madame Boulet de la DCF qui va introduire cette webconférence. Bonjour à toutes et à tous. Merci Monsieur Chauffour de nous accueillir à Idéal Connaissance, puisque cette webconférence effectivement s'inscrit dans le partenariat que nous avons avec vous, mais également dans les travaux que nous menons avec Mairie Conseil sur le suivi de l'élaboration des schémas départementaux de coopération intercommunale, les SDCI, et leur mise en œuvre par la suite l'année prochaine. Donc cette webconférence, comme vous le disiez à l'instant, s'inscrit à la suite de la présentation vidéo que nous avions faite le 11 septembre dernier. Nous avons choisi cette fois-ci de zoomer sur la procédure de fusion, puisque nous verrons c'est celle qui est la plus présente dans les projets de SDCI que nous sommes en train d'analyser en ce moment. Nous n'aborderons pas aujourd'hui les aspects financiers, puisque ce serait trop long à aborder, mais il y aura probablement une nouvelle webconférence vraiment axée sur ces aspects-là. Mais ça, nous y reviendrons un peu plus tard. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux fusions qui sont en train d'être fixées par les schémas départementaux de coopération intercommunale. Comme en 2010, la loi NOTRe, qui a été adoptée cet été, prévoit l'élaboration de schémas départementaux, donc un processus de rationalisation des périmètres communautaires et locaux à l'échelle départementale. Et évidemment, l'objectif est également de pouvoir dépasser ces frontières départementales, voire ces frontières régionales, lorsque cela est nécessaire. Mais l'élaboration de ces schémas est prévue à l'échelle départementale. En 2011, les schémas qui avaient été adoptés avaient été plus ou moins ambitieux. Il y avait même eu des départements, plus d'une trentaine, dans lesquels il n'y avait pas eu de SDI au final. Et on avait eu un bon quart des communautés concernées par des processus de fusion, d'extension de périmètre, de dissolution, de fusion-extension, etc. Aujourd'hui, dans les projets de SDCI que nous sommes en train d'étudier, on en aura une lecture exhaustive d'ici la fin du mois d'octobre, eh bien, on peut voir deux différences majeures. D'abord, ça c'est un point important, cette fois-ci, la circulaire prévoit bien, qui a été diffusée fin août, prévoit bien qu'il y aura des schémas départementaux sur l'ensemble du territoire national. Ce qui veut dire que si les CDCI n'arrivent pas à amender le projet du préfet, eh bien, ce sera ce projet préfectoral qui tiendra lieu de schéma départemental de coopération intercommunale. Premier point. Deuxième point, sur le fond, on se rend compte que, et c'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des évolutions de périmètre vont se faire sous la forme de fusion. Sous la forme de
fusions qui seront de taille importante. En réalité, il y aura probablement, si les projets sont réellement mis en œuvre, il y aura probablement moins de fusions qu'en 2013. Mais par contre, elles sont d'une taille beaucoup plus importante, tant en nombre de communes qu'en termes de nombre de communautés concernées. Jusqu'à présent, on était habitué à des fusions à 2 ou 3 communautés, rarement plus. L'année dernière, il y en avait eu quelques-unes, mais c'était quand même à la marge. Là, dans les projets de SDCI, on a énormément de fusions à 4, 5, 6, voire jusqu'à 8 communautés recensées à ce jour. Donc, on n'est pas du tout sur le même contenu qu'en 2011, même si on s'en tient au projet de SDCI qui était déjà évidemment plus ambitieux que les SDCI définitifs. Alors pourquoi probablement parce que les choses ont évolué. D'abord, les critères ont évolué, c'est ce qu'on va voir. Et puis, les débats parlementaires ont souhaité, lors de l'adoption de la loi NOTRe, ont souhaité que ces schémas soient plus ambitieux pour éviter d'avoir à y revenir, à recommencer le même dispositif en 2020 ou 2021. Voilà, l'idée étant, selon les parlementaires, qu'on soit à peu près sur une carte stabilisée de l'échelle intercommunale d'ici la fin du mandat. Donc, pourquoi les orientations ont évolué par rapport à celles qui étaient prévues par la loi RCT de 2010 ? D'abord, la première orientation que doivent prendre en compte les SDCI est celle de la population. En 2011, les SDCI devaient prévoir des communautés d'au moins 5 000 habitants. Là, nous sommes à un seuil de 15 000 habitants, avec des assouplissements. Simon Moreau va y revenir dans quelques instants, mais le principe étant que le seuil est à 15 000 habitants. Autre évolution importante, alors évidemment, les éléments de cohérence avec les bassins de vie, les SCOT, les PETR, PNR, etc. n'ont pas vraiment bougé. Par contre, il est intéressant de noter que l'accent a été mis notamment dans les débats parlementaires, mais ça se retrouve dans la loi au final, sur la solidarité territoriale et la solidarité financière. Et dans les projets de SDCI, certains préfets ont choisi de mettre l'accent sur ces aspects-là, plutôt que sur les aspects de seuil de population. Puisque, évidemment, tous ces critères-là se valent. Donc, ce n'est pas parce qu'on a déjà 15 000 habitants qu'on ne sera pas concerné par une fusion. Parce qu'au titre, par exemple, de la solidarité financière, on peut considérer que telle communauté qui est déjà très peuplée doit se regrouper avec une autre communauté qui n'atteint pas ce seuil. Ça peut tout à fait être envisageable et ça se retrouve régulièrement. D'un point de vue juridique, ça c'est tout à fait entendable. On mettra de côté le point de vue politique. Troisième évolution majeure, l'accent est mis cette fois-ci sur la rationalisation de la carte syndicale. Alors, lors des débats parlementaires, c'était très clair, c'était une volonté importante, principalement à l'Assemblée nationale, mais ça s'était retrouvé également au Sénat. Là, dans les faits, dans les projets de SDCI, on sent bien que dans certains départements, on a une baisse de 80% du nombre de syndicats. Et dans d'autres départements, eh bien, on renvoie à la CDCI le soin de rationaliser la carte syndicale en fonction de ses souhaits. Donc, on est sur des écarts assez importants de ce point de vue-là. Et puis, quatrième élément, quatrième nouveauté, la prise en compte des communes nouvelles pour rationaliser la carte intercommunale. Et là, pour le coup, dans la plupart des projets de SDCI étudiés, on a une prise en compte de ces communes nouvelles avec une cartographie, etc. Voilà. Donc, des critères, des orientations, pardon, qui sont équivalentes les unes aux autres d'un point de vue juridique et qui doivent donc être combinées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est difficile de dire que telle communauté n'a pas à bouger en termes de périmètre selon la loi, parce qu'en fait, quand on combine tous ces critères, eh bien, la plupart du temps, toutes les communautés sont concernées. Je cède la parole à Simon Moreau pour tout ce qui est seuil de population. Oui, alors on a notamment ce nouveau critère de population qui a été fixé avec un principe à 15 000 habitants sur le territoire national, mais ces 15 000 habitants peuvent être adaptés. C'est le terme qui a été retenu dans la loi et il est important. Il peut être adapté dans différents cas de figure qu'on va voir. Si on parle d'adaptation, c'est qu'il n'y a pas de droit acquis à être maintenu à un seuil en dessous de 15 000 habitants parce que la communauté ou le projet de périmètre se situe dans ces critères qu'on va détailler à présent, sachant que par ailleurs, Florian Boulet vient de l'expliquer,
d'autres critères sont pris en compte qui peuvent amener à ce que la communauté doive malgré tout évoluer. Alors ce seuil de 15 000 habitants peut être adapté dans différents cas de figure qu'on va voir à présent. Tout d'abord, si la densité de population de la communauté actuelle ou du projet de périmètre qui sera dans le SDCI est inférieure à 30% de la densité moyenne nationale. Donc si ce projet ou cette communauté présente une densité de population inférieure à 31 habitants au kilomètre carré, dans ce cas-là, on peut adapter le seuil de 15 000 habitants sans pour autant se situer en dessous de 5 000 habitants. Deuxième type de dérogation, c'est en fonction de caractéristiques géographiques de la communauté ou du projet de communauté qui figurerait dans le SDCI. Si au moins la moitié des communes se situent en zone de montagne, ou alors si l'ensemble des communes forment une île, se situe dans un périmètre insulaire, dans ce cas-là, on peut adapter également le seuil de population sans, une fois encore, se situer en dessous de 5 000 habitants. Une troisième adaptation concerne des périmètres ou des communautés actuelles qui comportent plus de 12 000 habitants et qui sont une fusion qui a eu lieu depuis le 1er janvier 2012. Pourquoi? L'idée, c'était que ce sont des communautés qui ont fusionné à la suite des plans SDCI de 2011-2012 et qu'on leur laisse donc un moment de répit, si on peut dire, si cela est envisageable dans le SDCI, pour rester à plus de 15 000 habitants. Ça peut concerner des périmètres qui réuniraient une communauté de plus de 12 000 habitants issus d'une fusion, avec une communauté qui serait restée en dessous de 5 000 habitants, une communauté qui ferait 2 000 habitants, on est à 4 000 habitants, ces deux communautés pourraient rester en l'état. Le cinquième critère concerne les départements que vous voyez s'afficher en ce moment sur la présentation. Donc, ce sont les départements dans lesquels vous voyez des chiffres qui figurent pour préciser de nouveaux seuils de population qui peuvent être adaptés. Alors, on a deux conditions pour voir si on se situe dans ces critères-là, dans cette adaptation possible. Donc, tout d'abord, se situer dans des départements dans lesquels la densité de population moyenne est inférieure à la densité moyenne nationale. Donc, c'est ceux dans lesquels vous avez des chiffres dans les départements. Et deuxième question qui est cumulative, il faut qu'en plus, la communauté actuelle ou le projet de périmètre qui serait dans le SDCI affiche une densité inférieure à la moitié de la densité nationale. Donc, pour reprendre, il faut que votre département ait une densité moyenne inférieure à la densité nationale, donc en dessous de 103 habitants au kilomètre carré environ. Et en plus, le projet de périmètre ou la communauté actuelle doit présenter une densité inférieure à 51,5 habitants au kilomètre carré. Dans ce cas-là, il est possible d'adapter le seuil de 15 000 habitants sans se situer en dessous des seuils qui figurent sur la carte en question, qui sont des seuils adaptés en fonction de chaque densité démographique moyenne. Si on le dit autrement, vous pouvez vous situer dans un département qui est affiché à la carte, mais si la densité de votre population est supérieure à 51,5 habitants au kilomètre carré, dans ce cas-là, vous ne pourrez pas bénéficier de ce nouveau seuil à respecter et il faudra donc être soumis au seuil de 15 000 habitants. Donc c'est un peu le détail des critères de population qui sont retenus dans l'élaboration des projets de SDCI. Projets de SDCI qui sont maintenant pour une grande partie présentés. On est dans une période durant laquelle les collectivités sont amenées à donner leur avis sur le projet de SDCI, dans l'idée que par la suite, la CDCI, la Commission départementale de coopération intercommunale, va disposer de 3 mois pour pouvoir amender les projets de SDCI, qu'il s'agisse d'amendements proposés par la CDCI ou par le préfet, notamment au vu des retours des collectivités qui auront été donnés là dans les 2 mois qui sont en train de s'écouler. Je me permets juste à vous interrompre un instant parce que on prendra plutôt les questions à la fin de chaque intervention, mais là il y a une question très précise de Monsieur Mathieu Macle qui demande qui accepte les dérogations, donc le préfet, et quelles sont éventuellement les conditions dans lesquelles il peut s'y opposer et y a-t-il des voies de recours, des voies de contestation de la part des territoires? Sur les aspects contentieux, autant en 2011, tout le monde y est allé à tâtons, maintenant nous avons de la jurisprudence. Il n'est pas possible d'attaquer un schéma départemental de coopération intercommunale, encore moins un projet de schéma,
Il n'est pas possible non plus d'attaquer au contentieux un arrêté de projet de périmètre. Donc il faudra attendre les arrêtés de périmètre, c'est-à-dire l'année prochaine, pour pouvoir entamer une procédure contentieuse. Après, évidemment, tout l'enjeu des prochaines semaines est que tout va reposer sur les CDCI. Il va y avoir un besoin de mobilisation à l'échelle départementale des élus. Et dans certains territoires, les choses se mettent en place. Les présidents de communautés sont d'ores et déjà réunis ensemble pour essayer d'abord de se connaître, parce que pour connaître les communautés qui sont juste avoisinantes, ça va à peu près. Mais pour celles qui sont à l'autre bout du département, en général, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc aujourd'hui, dans un certain nombre de départements, pas dans la majorité, mais dans un certain nombre de départements, les présidents de communautés ont retenu ce qui s'était passé en 2011 et anticipent en se réunissant. Ça peut être également dans certains cas des DGS qui essayent à titre technique de comparer les choses, etc. Mais c'est vrai que d'un point de vue contentieux, pour le moment, on est un peu en décalage. Reprendre la suite. Excusez-moi de vous avoir interrompu, je vous en prie, cette question me paraissait importante à ce stade. Oui, il n'y a pas de problème. Et je salue M. Mac au passage, que j'ai parfois par mail. Donc, on était sur la procédure d'élaboration du SDCI qui va donc se dérouler en fonction des dates de présentation du projet de SDCI, en tout cas jusqu'au premier mois de 2016, parce que le SDCI doit être arrêté au plus tard au 31 mars 2016. Je cède la parole à Catherine Donou pour vous présenter les procédures de fusion qui sont ensuite envisagées. Alors, je vais à la fois répéter une omission, une discourtoisie, parce que je n'ai pas présenté tout à l'heure Floriane Boulet et Simon Moreau, puisque ce sont un peu des habitués, donc je le fais quand même. Floriane Boulet est responsable des questions juridiques, ressources humaines à la DCF, et Simon Moreau est chargé des questions juridiques, chargé de mission pour les questions juridiques. Et je suis heureux d'accueillir donc Catherine Donou, qui est juriste à Mairie Conseil, qui est un service de la Caisse des dépôts, et je lui donne la parole. Je vous remercie. Donc on va effectivement évoquer les deux procédures de fusion possibles. Donc c'est fusion, voire extension à une ou plusieurs communes limitrophes. Alors pour ce qui est de la mise en œuvre des fusions dans le cadre des SDCI, donc la présentation des schémas est en train d'avoir lieu actuellement. Elle va se dérouler jusqu'au 31 octobre 2015. Ensuite va venir la période d'adoption des schémas par les préfets, une fois que les travaux des CDCI auront eu lieu. Et donc elle est prévue au 31 mars 2016. Viendra ensuite donc l'étape de la notification des arrêtés de projet de périmètre aux communes et aux communautés concernées. Et à compter de ces notifications, les communes auront 75 jours pour voter, c'est-à-dire jusqu'au 29 août 2016. La date butoir des schémas de coopération est fixée au 31 décembre 2016, ce qui amène à une entrée en vigueur des fusions qui est vue donc au 1er janvier 2017, tel que c'est repris donc, dans le slide. Si les communes se prononcent contre le projet de fusion, le préfet peut tout à fait ne pas donner suite donc, à ce projet. Et il peut également décider de mettre en œuvre la procédure dite de passer outre, et seulement après une consultation de la CDCI, dont l'avis va varier selon deux cas. Si le projet de périmètre avait été prévu dans le schéma, c'est un avis classique. En revanche, si le projet n'a pas été prévu dans le CDCI, à ce moment-là, le préfet devra obligatoirement recueillir l'avis favorable de la CDCI. Voilà, donc pour ce qui est de la mise en œuvre dans le cadre donc des schémas. Bien entendu, demeure toujours la procédure dite de fusion de droit commun, qui suppose, elle, une délibération donc d'une ou plusieurs communes ou EPCI concernés, puis un arrêté de périmètre du préfet, qui comprend la liste des groupements faits, la catégorie juridique de la commune issue de la fusion et les statuts. Le projet est ensuite notifié donc, à la CDCI, qui dispose de 2 mois pour se prononcer. Il est notifié ensuite pour délibération aux communes concernées, qui disposent de 3 mois pour se prononcer, le silence valant avis favorable.
et elle est notifiée, mais uniquement pour avis aux communautés concernées. Et donc la fusion intervient donc à l'issue de ces différentes étapes et donc elle est prononcée par le préfet. Donc voilà pour les procédures de fusion, que ce soit dans le cadre des schémas ou les procédures de droit commun. Excusez-moi, je reprends la parole à nouveau un instant parce que on n'y reviendra pas, mais bien sûr nous abordons beaucoup de sigles que vous connaissez peut-être, mais je crois qu'il est utile de rappeler que la commission départementale de coopération intercommunale est réunie par le préfet qui la préside. Elle rassemble des membres, des élus des intercommunalités, des maires, des représentants du conseil départemental désormais et du conseil régional. Et que le SDCI, c'est le schéma départemental de coopération intercommunale qui, lui, est élaboré donc sous la responsabilité du préfet de région. De département. De département, pardon. Moi, Alors, et peut-être que ça permet d'aborder une question qui est posée par Thomas Gassillou. La question de Thomas Gassillou est de savoir si la procédure de droit commun est possible pendant cette période de schéma. Alors, le problème, c'est que la question n'est pas véritablement tranchée. C'est vrai qu'à l'issue de la loi de 2010, il y avait eu les 2 procédures concomitantes dans un certain nombre de départements. On peut aujourd'hui effectivement encore se poser la question de savoir si, pendant la mise en œuvre des schémas, on peut avoir recours à la procédure de droit commun. On n'a pas véritablement de réponse aujourd'hui. rien ne l'interdit à la lecture des textes. Voilà, exactement. Ça n'a pas l'air d'être antinomique, mais Ça n'est pas ni interdit ni autorisé. Donc ça sera, je crois, à la volonté d'un certain nombre de... On l'avait eu, je pense, pour des projets qui étaient portés par les élus et qui n'avaient pas figuré dans le Ouais. projet de la SDCI en 2012, ouais. qui était une façon tout de même de mettre en œuvre certaines fusions, bien qu'elles étaient absentes Ouais. du projet du SDCI adopté. Ou alors des projets qui avaient été déterminés depuis quelques mois et qu'on veut laisser aboutir, et qui peuvent se passer via la procédure de droit commun, puisqu'on sait que dans ces cas-là, ça ne posera pas de problème et que la fusion sera menée à bien. Alors, je vous précise que Thomas Gassillou nous remercie d'avoir pris en compte sa question. Et nous avons, dans le même ordre d'idée, d'ailleurs, une question de Julien Bouis, que vous connaissez, qui porte justement sur cette fameuse procédure du passer outre si nous sommes dans le cas de figure d'un avis favorable de la CDCI. Sur un périmètre qui n'était Sur pas un dans périmètre le... qui n'était pas dans le schéma. C'est la deuxième hypothèse. C'est la deuxième hypothèse, oui. Alors on est dans le cas où le préfet met en œuvre un projet de fusion qui n'est pas exactement celui qui figure dans le SDCI. Il sera adopté d'ici le 31 mars 2016. Il a le droit de le faire, hein, dans l'idée qu'on profite d'être dans un mouvement de rationalisation de la carte communale pour notamment proposer des projets de fusion qui soient un peu différents, parce qu'on se rend compte que ça permettrait de rendre les choses plus efficaces ou que ce serait plus adapté au terrain. Ce qu'on n'a pas écrit dans la planche de PowerPoint pour être un peu plus léger, c'est que s'il le fait, il faut déjà qu'il prenne l'avis de la CDCI avant d'initier les projets de fusion, ce qui est une façon pour lui de prendre la température, pour ainsi dire. Autre chose, par la suite, s'il y a un refus des communes, en effet, il peut passer outre ce refus des communes dans ce cas précis, hein, donc d'une fusion qui n'est pas identique à celle du SDCI, si la CDCI donne son accord. C'est un accord, on va dire, un peu explicite, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle dise oui de façon claire. Elle a 2 mois pour dire oui, au terme desquels eh bien, son avis est quand même réputé favorable. Et autre précision, c'est une majorité simple cette fois-ci, c'est-à-dire que c'est à la majorité absolue des suffrages exprimés que la CDCI donnera son accord ou non pour que le préfet mette en œuvre cette procédure de passer outre, dans ce cas précis, hein, des projets de fusion qui ne sont pas identiques au SDCI. Juste rappeler peut-être que la procédure de passer, c'est une faculté, ce n'est pas obligatoire, donc elle ne va pas forcément avoir lieu de manière systématique. Ça reste une faculté des préfets.
Et pour répondre à la deuxième question de M. Guessillou, rentré la DGCL la semaine dernière et nous leur avons posé la question. Donc normalement, on doit avoir une réponse dans les, peut-être pas les jours, mais les semaines qui viennent sur ce point. Et donc on cliquera dans la newsletter de la DGCL de Mairie Conseil. Mais bon, c'est vrai qu'en 2011, ça s'était vu, surtout quand même dans des départements dans lesquels le SDCI n'avait pas été adopté au final, c'est vrai. Mais moi j'ai souvenir de quelques projets de fusion qui n'étaient pas prévus dans le SDC initial parce que les élus n'étaient pas prêts à ce que ça figure au schéma et puis au fur et à mesure des discussions, finalement, ça change. Et il y a une fusion in fine. Donc, je ne sais pas pourquoi cette année, ça ne serait pas possible. Mais bon, il faudrait une validation au moins du ministère. Ça serait plus simple. Alors, si l'on rentre dans le contenu des fusions et de leurs conséquences, 3 types de conséquences hormis les aspects financiers et fiscaux. Nous avons 3 types de compétences à voir aujourd'hui. Les impacts sur la gouvernance, en termes d'harmonisation des compétences, et puis nous terminerons sur les aspects de ressources humaines, puisque là aussi il y a pas mal d'éléments à étudier. Alors, sur la gouvernance, si nous commençons par cela, il y a 2 éléments évidemment à prendre en compte, la recomposition du conseil communautaire et puis la recomposition de l'exécutif. En ce qui concerne l'organe délibérant, en cas de fusion, il est obligatoire de recomposer le conseil communautaire. Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, il sera possible de trouver un accord local, donc selon les mêmes règles, évidemment, enfin, selon les règles évidemment qui ont été adoptées à la suite de la décision du Conseil constitutionnel dans la foulée de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la de Salbris en juin 2014. Et donc finalement, c'est un accord qui est encadré. On est bien sur les nouvelles règles. On ne pourra pas garder un accord local ancien, par exemple. Donc cet accord local pourra être adopté si 2 conditions cumulatives sont réunies. D'abord une condition de délai et puis ensuite une condition de majorité. En ce qui concerne les délais, il y a 2 occasions possibles, comme vous le voyez sur ce schéma, pour définir un accord local. Première possibilité, l'accord local est trouvé par les élus à la suite de l'arrêté de projet de fusion. Dans ce cas-là, l'accord local figurera dans l'arrêté de fusion et les choses seront claires. Deuxième possibilité, les débats ont porté sur d'autres éléments au moment de l'arrêté de projet de fusion et personne n'était prêt pour définir l'accord local. Il y a une deuxième voie pour définir un accord local. Une fois que l'arrêté de fusion sera pris et notifié par le préfet au président de communauté et aux communes, eh bien, les communes auront à nouveau 3 mois pour délibérer sur un accord local de répartition des sièges du conseil communautaire. Donc, on a bien 2 temps, soit au moment de l'arrêté de projet de fusion, soit au moment de l'arrêté de fusion en tant que tel. Dans tous les cas, il faudra que cet accord local soit défini avant le 15 décembre 2016 pour entrer en vigueur au 1er janvier 2017. D'accord, donc on aura une quinzaine, 2 semaines de battement entre les deux au plus. Voilà. Catherine Donneau le disait tout à l'heure, on est sur des délibérations des communes pour avis jusqu'à la fin du mois d'août. Donc on peut imaginer que dans la deuxième possibilité, eh bien, la plupart des communes est délibérée dès la fin du mois de novembre ou début décembre pour laisser le temps aux services préfectoraux de prendre leur arrêté pour définir l'accord local. Et puis deuxième élément important et indispensable, il faut que les conditions de majorité requises par la loi, évidemment, soient atteintes, c'est-à-dire qu'il faut recueillir l'avis favorable de 2/3 des communes représentant la moitié de la population ou l'inverse, et en plus, l'accord de la commune la plus peuplée, s'y représente plus du quart de la population totale de la nouvelle communauté. Donc 2 conditions cumulatives pour trouver un accord local, en plus des règles habituelles dans ce domaine-là.
En ce qui concerne la suite du mandat des anciens conseillers communautaires, eh bien, leur mandat sera prolongé jusqu'à l'installation du nouveau conseil communautaire. C'est-à-dire que le mandat des conseillers communautaires ne s'arrête pas au 1er janvier 2017, c'est-à-dire à la date d'entrée en vigueur de la fusion, mais il continue jusqu'à l'installation du nouveau conseil et au plus tard, à la fin de la 4e semaine du mois de janvier. Donc on est sur une prolongation d'à peu près un mois en fonction des cas. En ce qui concerne, et c'est une différence majeure avec les vice-présidents, on va y revenir. En ce qui concerne l'exécutif, donc là aussi, il est obligatoire en cas de fusion de procéder à une nouvelle élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau. Dans un bureau, on a un président, des vice-présidents, et il se peut que le conseil communautaire décide de désigner d'autres membres du conseil communautaire mais, comme membres du bureau, mais non vice-présidents. En ce qui concerne la transitoire, donc on vient de le voir pour les conseillers communautaires, leur mandat est prolongé jusqu'à la fin du mois de janvier au plus tard. En ce qui concerne le président, pendant la période transitoire, à partir du 1er janvier, jusqu'à ce que le nouveau conseil communautaire élise un nouveau président, en clair, en général c'est au même conseil, au conseil d'installation, eh bien, dans ce cas-là, c'est le président le plus âgé des anciennes communautés qui assumera la présidence de la nouvelle entité. Dans ce cas-là, ses pouvoirs seront assez limités, hein, puisque, comme d'habitude, ils seront limités aux administrations conservatoires et urgentes. Donc, on est sur des pouvoirs quand même relativement encadrés. En ce qui concerne les vice-présidents, eh bien là, dès le 1er janvier, leur mandat prend fin. D'accord ? Donc c'est le président désigné à titre transitoire qui prend le relais pour signer les actes urgents. Et le président, les vice-présidents et les autres membres du bureau de l'échéance seront désignés lors de l'installation du nouveau conseil communautaire ou la semaine suivante en fonction des territoires. Mais en tout cas, il faudra qu'à un moment donné, le conseil communautaire élise le président et détermine la nouvelle composition du bureau et ensuite élise les vice-présidents. Donc on est sur les mêmes règles qu'il y a par exemple en mars 2014, lorsqu'en avril-mai les présidents ont été réélus, et bien là on est sur les mêmes règles. Il faut quand même bien noter que cette réélection du président entraîne à nouveau les débats sur les transferts de pouvoirs de police. Et qu'à défaut d'opposition des maires, eh bien, les pouvoirs de police en matière de déchets, accueil des gens du voyage, assainissement, etc., eh bien, seront transférés automatiquement. Donc là, je vous envoie aux notes à la fois de Mairie Conseil et de la DCF sur les pouvoirs de police. Il faut bien penser à cet élément-là qu'on peut oublier, ça s'est déjà vu, en cas de fusion. Juste peut-être interrompre pour une question. J'en profite pour demander s'il est possible aux personnes qui posent des questions d'identifier leur territoire. Déjà, ça nous permet de montrer la diversité des participants à cette formation. Hein. Il y a pratiquement toute la France là, qui est en ligne, mais également, on l'a vu dans la toute première carte, il y a des diversités selon les départements et la réponse sera plus précise et on pourra vérifier quels sont les autres territoires qui sont concernés par la même réponse. Donc là, je vous laisse réponse à la question de Philippe G, qui est directeur général des services d'une communauté de communes de 18 000 habitants, je crois. Non. Peut-être reprendre la question qui était de savoir, est-ce qu'on délibère au même moment sur la composition du conseil communautaire et sur la composition du bureau? Alors Florian vient de reprendre, mais pour être bien clair, on est sur deux phases distinctes, même sur 2 années différentes. La composition du conseil communautaire pour un accord local est arrêté et défini par les communes membres de la communauté issue de la fusion avant que la fusion ait lieu. Donc elle sera définie courant 2016, dans le 2e semestre de 2016, de façon à ce que le préfet prenne un arrêté qui détermine la composition du conseil communautaire, soit selon l'accord local s'il a été obtenu, soit selon ce qui est imposé hors accord local. Par la suite, la fusion entre en vigueur au 1er janvier 2017. On installe un nouveau conseil communautaire au plus tard le vendredi de la 4e semaine qui suit le 1er janvier. Et c'est à ce moment-là
que le nouveau conseil communautaire définit la composition du bureau, le nombre de vice-présidents et s'il y a lieu des autres membres du bureau. Donc on est sur deux moments distincts. Oui, effectivement, soit vous délibérez avant le 29 août, soit vous délibérez après que l'arrêté de fusion soit pris, c'est-à-dire normalement ça devrait être en septembre que les arrêtés de fusion seront pris. Donc entre septembre et puis le 15 décembre, en fonction de la date de notification de l'arrêté de fusion, puisqu'à partir de la notification de l'arrêté de fusion, vous aurez 3 mois pour délibérer. Donc il faudra voir précisément en fonction de chaque territoire. Il y a également une question sur les conditions de majorité requises pour l'élection des vice-présidents. C'est pas une c'est la dérogation au nombre. Oui, c'est la dérogation au nombre. Déroger, mais je pense que... on peut augmenter le nombre. Ah oui, c'est on passe de 20 à 30. 30%. Et là, c'est le conseil communautaire qui prend une délibération, oui, à la majorité des 2/3. Ouais. Sans pouvoir dépasser 30% de l'effectif, ni 15 c'est ça, c'est ce qu'il met dans sa... Hormis le cas particulier des métropoles. Ah, très bien. C'est le meilleur. Moi, j'aurais sûr que c'est le meilleur. Donc voilà pour les questions. Oui. On va y venir, oui. Oui, c'est la question des communes tiers, des rattachements des communes tiers, qui est importante, mais je crois qu'elle va être abordée. Je ne sais pas si vous souhaitez la traiter maintenant ou au cours de l'intervention. On sera sur une fusion. On appliquera les règles de la fusion classique, c'est-à-dire soit on est dans le cadre du schéma, soit de droit commun, donc c'est toujours la problématique qu'on se posait tout à l'heure. Mais de toute façon, on est sur une problématique d'extension, fusion-extension. Mais on reste sur les règles de la fusion. Puisqu'en fait, vous utiliserez le grand 3 de l'article de la loi NOTRe sur la mise en œuvre sur l'élaboration des ECI, pardon. Et dans ce grand 3, il y a bien un alinéa qui prévoit que l'arrêté de fusion peut prévoir le rattachement de communes. D'un certain nombre de communes supplémentaires. Isolées ou qui étaient déjà dans un autre groupement, mais sans aller jusqu'à la fusion avec ce territoire-là. Mais on reste sur la procédure de fusion. Je crois qu'il est important de rappeler ce point. Il y a des fusions d'établissements internationaux. Donc on prend 2 établissements ou 3 établissements, on les fusionne. Et il y a 2 cas particuliers. Il peut y avoir des communes dites isolées. Donc ça n'existe plus. Donc elles vont rejoindre un EPCI. Et là, on a la même procédure de fusion. Il peut y avoir le cas particulier où il y a une modification des EPCI antérieurs, où une ou plusieurs communes d'un EPCI antérieur donc sont rattachées à la nouvelle intercommunalité. Là aussi, c'est la même procédure de fusion dans tous les cas. On applique les mêmes règles. Tout à fait. Je remercie Monsieur Legras de s'être présenté la communauté de communes nord-ouest de Rouen. Bon, Monsieur Legras aussi. Alors, on avance sur une autre conséquence de la fusion, celle de l'harmonisation des comptes des communautés qui fusionnent. Pour des conséquences, donc des fusions sur les compétences. Donc il y a un certain nombre de choses à aborder. D'abord les délais d'harmonisation. À l'issue de la fusion, donc la nouvelle communauté exerce d'office les compétences obligatoires, donc qui sont propres à sa catégorie, qu'on soit par exemple en communauté de communes ou en communauté d'agglomération. Et les autres compétences continuent d'être exercées à l'échelle des groupements dans les mêmes conditions que précédemment à la fusion. Alors pour les délais d'harmonisation, il y a 2 choses. Il y a 1 an compté de la fusion prévu par les schémas départementaux de coopération intercommunale pour les compétences optionnelles. À noter que ce délai est réduit à 3 mois lorsque vous êtes dans le cadre d'une procédure de droit commun, donc d'une fusion dite classique hors schéma. Et le délai est de 2 ans toujours à compter de la fusion pour les compétences donc dites facultatives et également pour la définition de l'intérêt communautaire d'un certain nombre de vos compétences, notamment quand la loi prévoit que ces compétences doivent être déterminées par un intérêt communautaire. Alors cette harmonisation des compétences, elle se fait par le Conseil, qui peut décider
de généraliser à l'ensemble de la communauté les compétences, ou alors, cas moins fréquent, mais qui peut quand même arriver, et on l'a vu déjà dans la vague de fusion qui a eu lieu en 2011-2012, des nouveaux conseils communautaires qui ont tout à fait la faculté de décider de rendre aux communes un certain nombre de compétences qui étaient auparavant exercées par les communautés qui ont été amenées à fusionner. Donc c'est une problématique puisque rendre un certain nombre de compétences aux communes, dans les faits, peut poser problème. Mais on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus loin tout à l'heure, et notamment de voir par quels outils juridiques, avec Simon, on peut pallier à ces restitutions de compétences aux communes. Alors, au-delà des délais qui sont importants, hein, on l'a vu, 1 an, 2 ans ou 3 mois dans le cadre de la procédure de droit commun, il y a un certain nombre de compétences, de questions, pardon, qu'il faut peut-être se poser au préalable, notamment toujours dans le cas des restitutions de compétences aux communes. C'est effectivement de savoir si une commune a la capacité d'exercer une compétence qu'on lui rendrait seule. Est-ce qu'elle a la capacité budgétaire? Est-ce que elle a le personnel pour? Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs au niveau du personnel? Est-ce qu'il est rendu? Est-ce qu'il suit la compétence si la compétence est rendue? Qu'est-ce qui se passe pour les communes qui ne pourraient pas le faire? Quel est le coût de cette compétence qui lui serait éventuellement rendue? Qu'est-ce que ça peut entraîner comme changement en termes de qualité du service qui serait offert aux usagers? Est-ce qu'on va jusqu'à fermer le service ou alors diminuer les plages horaires, etc., etc. Donc toute une série de questions qu'il faut quand même se poser, c'est pas sans conséquence, dans la mesure où on rend des compétences aux communes et que ça peut être extrêmement compliqué. Et voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu l'occasion d'être confronté à ces problèmes en 2011-2012, et dans certaines communautés, ça a été quand même relativement compliqué, notamment pour des compétences sociales, ou entre autres, ou scolaires, qui peuvent vraiment être problématiques dans un certain nombre de cas de fusion. Alors nous profitons d'aborder cette question de l'harmonisation des compétences après une fusion pour faire également un point sur les évolutions des compétences transférées aux communautés de communes et d'agglomération par la loi NOTRe, parce que c'est des questions qui vont se faire dans le même temps que celui de la mise en œuvre des fusions. Donc on fait un petit rappel là-dessus pour voir que la loi NOTRe engage des transferts de compétences nouveaux aux communautés de communes et d'agglomération avec des calendriers qui sont différents, hein. La loi distingue différents calendriers, donc on est sur des communautés qui existaient lorsque la loi NOTRe a été publiée, donc vos communautés actuelles, ou que l'on est sur des communautés qui seront créées après la publication de la loi NOTRe, donc par exemple dès une fusion en 2016 ou par fusion en 2017 aussi. Donc on va distinguer ces deux calendriers pour voir dans quel cas vous vous situez en fonction des dates. Alors, pour certaines compétences, on n'a pas de distinction de calendrier. Pour toutes les communautés de communes et d'agglomération, les communautés seront compétentes au 1er janvier 2018 en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, la compétence qui a reçu le nom de GEMAPI. C'est un report qui a été engagé par la loi NOTRe. Il était question d'une prise de compétence au 1er janvier 2016. Il y a donc eu un report de 2 ans. Également pour toutes les communautés, celles qui existent maintenant lorsque la loi a été publiée, ou celles qui sont créées en 2016, en 2017, notamment par fusion, ces communautés deviendront toutes compétentes en matière d'eau et d'assainissement au 1er janvier 2020. Donc ça, c'est pour des compétences dont la date de transfert est identique, quelle que soit la situation des communautés. On a donc ensuite un calendrier différent selon qu'on est sur des communautés actuelles ou sur des communautés qui sont créées par la suite. Je commence par les communautés qui existent aujourd'hui et qui donc seraient maintenues en l'état, sans fusion, pour voir comment vous pouvez vous situer par rapport à ça. Pour ces communautés actuelles, au 1er janvier 2017, nous allons voir des changements sur 3 compétences obligatoires. Une compétence que vous avez déjà à titre obligatoire, la compétence économique, mais qui aura un nouveau libellé, avec des changements assez importants. Je les explique maintenant parce qu'on n'aura pas l'occasion de les voir par la suite, à savoir que on supprime les mots d'intérêt communautaire pour la compétence relative aux zones d'activité économique. Ça veut dire que pour les zones d'activité économique du bloc communal, commune, communauté,
seule la communauté agira, en sera responsable pour leur création, leur gestion, leur aménagement et leur entretien. Autre nouveauté, la loi a créé une composante nouvelle qui s'intitule Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire. Donc cette composante pourra être définie par un intérêt communautaire pour savoir ce qui relève d'une politique commerciale au niveau intercommunal ou d'une politique commerciale au niveau des communes. Et autre nouveauté au sein de cette compétence économique, c'est le fait que la promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, sera dorénavant, à partir de 2017 pour ces communautés existantes aujourd'hui, sera une compétence intercommunale au sein de cette compétence économique. Une dernière chose sur l'action économique, on a également supprimé les mots d'intérêt communautaire pour l'économique, donc seule la communauté aidera les entreprises dans le cadre défini par la région. Donc voilà pour cette nouvelle compétence économique qui sera transférée aux communautés au plus tard au 1er janvier 2017 pour celles qui existent aujourd'hui. 2 nouvelles compétences obligatoires pour ces communautés actuelles au 1er janvier 2017, la compétence de collecte et traitement des ordures ménagères et la compétence des aires d'accueil des gens du voyage. J'en profite pour préciser que ça ne concerne que les aires d'accueil et que la compétence sur les terrains de grand passage n'est pas comprise. Également au 1er janvier 2017, pour les communautés qui existent aujourd'hui, la possibilité de prendre à cette date une nouvelle compétence optionnelle qui s'intitulera Maison de service au public. L'idée étant, c'est de pouvoir installer un point d'accueil qui permet de regrouper différents services publics. On peut penser à la poste, au CAF ou autre chose qui pourra être mise en œuvre par les élus. Je reste sur mes communautés actuelles avec une modification qui là va avoir lieu au 1er janvier 2018. C'est s'agissant des compétences optionnelles à ce moment-là, l'eau et l'assainissement. Alors quels sont les changements? Au 1er janvier 2018, les communautés de communes actuelles, qui ne changeraient pas d'ici là, pourront prendre au titre de leurs compétences optionnelles la compétence de l'eau, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Les agglos peuvent déjà le faire, donc cette évolution ne les concerne pas. Pour toutes les communautés de communes et d'agglomérations actuelles, la compétence optionnelle relative à l'assainissement, qui est déjà possible de prendre, va avoir un nouveau libellé, avec des incidences différentes. Au niveau des communautés de communes, il ne sera plus possible de prendre une partie de l'assainissement. Autrement dit, si la communauté de communes actuelle a cette compétence d'assainissement en 2008, il faudra qu'elle exerce aussi bien la compétence d'assainissement collectif que l'assainissement non collectif. Au niveau des agglos, le changement est un peu différent. Il y avait déjà obligation de prendre tout l'assainissement si on exerçait la compétence. La loi a supprimé les mots et les eaux pluviales. Quoi qu'il en soit, je me répète, mais bon, la répétition, ça ne fait pas de mal. Toutes les communautés de communes et d'agglos seront compétentes au 1er janvier 2020 en matière d'eau et d'assainissement. Compétentes, ça ne veut pas dire qu'elles l'exerceront forcément directement, mais par exemple, si les syndicats de communes sont compétents sur un territoire, eh bien, il y aura des changements par rapport à la composition du syndicat. Peut-être juste avant de passer à la slide suivante, déjà je remercie M. Grusselmayer d'avoir précisé la communauté de Benfeld et sa fusion à 3 EPCI, donc ils vont passer de 18 000 à 40 000. Et il y a à nouveau une question de Fugé, qui est directeur général des services, qui porte sur 2 aspects. Un problème d'ailleurs que vous allez évoquer, c'est l'harmonisation des tarifs, donc des prestations payées par les habitants. Et la deuxième, je crois que vous la traitez également, c'est la diversité des modes de gestion. En cas de fusion, il peut y avoir aujourd'hui des services dans le domaine, je ne sais pas, des déchets, de la propreté, etc., qui, dans certaines communes ou intercommunalités, sont gérés en régie, d'autres sont délégués. Donc, comment va-t-on traiter ce problème-là? Alors, vous n'avez pas du tout, vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes modes de gestion dans la mesure où, effectivement, quand vous fusionnez des communautés qui avaient des modes de gestion différents, que ce soit en régie ou par délégation, a fortiori, au moment de la fusion, vous restez sur des modes de gestion différents. Les modes de gestion, vous n'êtes pas obligé de les harmoniser, que ce soit immédiatement ou sur du plus long terme d'ailleurs.
De toute façon, vous êtes déjà notamment pour les délégations, sur un principe de continuité des contrats. Donc, jusqu'au terme du contrat, vous continuez à faire comme vous faisiez avant. Mais vous pouvez tout à fait maintenir et faire coexister des modes de gestion différents pour des mêmes services. En revanche, là où les choses sont un petit peu plus compliquées, c'est à partir du moment où vous avez des tarifs différents. Puisque là, il faut faire application du principe d'égalité des usagers devant le service public. Donc effectivement, vous ne pouvez maintenir des tarifs différents que si vous pouvez le justifier au regard notamment de l'intérêt général, etc. Donc sur les tarifs, c'est quand même un petit peu complexe. Et effectivement, à terme, il faudrait à service égal avoir un tarif égal. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Et si je m'excuse auprès de monsieur ou madame Weber de la communauté commune du Bellegardois, ce n'est pas parce que je ne peux pas prendre sa question, elle sera traitée, mais elle demande un éclaircissement qui est en cours et elle sera abordée de manière beaucoup plus précise et en direct. La DGF bonifiée. Ah oui. C'est la problématique de la DGF bonifiée, donc là qui demande des éclaircissements réglementaires. Si le coût est différent, ça peut justifier une tarification différente. Le coût, ça permet d'avoir une justification objective. Et c'est la même chose pour un service qui doit être rendu de manière différente en fonction des parties du territoire. Et ça va se multiplier à l'échelle d'une communauté de 100 ou 120 communes. Forcément, on aura des choses assez variées d'une partie du territoire à l'autre. Donc ça peut se justifier. Mais dans la mesure où vous justifiez les choses, juridiquement, il n'y a pas de problème. Mais il faut effectivement les justifier par contre. Et peut-être une question complémentaire que je me permets de poser pour les déchets et notamment le tri sélectif. Avec justement ces fusions, le tri sélectif ne sera peut-être pas le même dans toutes les communes du territoire. Là, on est plutôt dans le cadre d'une redevance ou d'une taxe d'enlèvement. Est-ce que ça justifie de la même règle? Puisque le service est différent, donc oui, c'est ça. La perception sera également différente. Mais là, pour le coup, il y a un cadre juridique assez strict pour les déchets. Et de mémoire, c'est 5 ans, je crois, pour les déchets. Merci. Excusez-moi d'avoir rajouté une question aux nombreuses qui... Pour l'eau, de mémoire, il n'y a pas de délai, mis à part un délai raisonnable demandé par le juge. Mais ça, il y aura une note de la DCF sur la thématique eau qui sortira normalement dans les prochaines semaines. D'ici mois, devrait être prête. Peut-être reprendre sur la question des nouvelles compétences, parce que j'ai passé un peu de temps sur les communautés actuelles, alors que nous traitons des communautés qui vont fusionner. Donc, pour les communautés qui seraient après la nôtre, dont celle de fusion dès 2016 ou en 2017, on a un calendrier un peu différent. Alors, il n'est pas différent des compétences dont le transfert est identique à au même moment pour toutes les communautés, je vous le rappelle ici. Donc, pour ces communautés issues de fusion, elles seront compétentes à titre obligatoire en matière de gestion des aquatiques et de prévention des inondations au 1er janvier 2018, et à titre obligatoire en matière d'eau et d'assainissement au 1er janvier 2020. Ce qu'il faut voir, c'est la différence pour les autres compétences que j'ai détaillées auparavant, c'est-à-dire que aussi bien pour les nouvelles compétences obligatoires que pour une nouvelle compétence optionnelle, tout aura lieu à la date de création des communautés issues de fusion, dans le cadre des SDCI, au 1er janvier 2017. Donc, juste pour reprendre rapidement, mais sinon c'est le même contenu, c'est-à-dire que c'est dès la création de la communauté, soit en 2016, soit en 2017 pour celles issues de l'application du SDCI, que la nouvelle compétence économique entrera en vigueur, que la communauté sera compétente en matière de déchets et d'air d'accueil des gens du voyage. Également, s'agissant des compétences optionnelles, c'est là où on a eu une grosse différence, c'est que c'est dès 2018 où si la communauté de communes ou d'agglo issue de fusion exerce la compétence en matière d'assainissement, elle se verra appliquer le nouveau libellé. Donc une communauté de communes issue de fusion devra faire tout l'assainissement si elle est compétente en matière d'assainissement dès 2000 par exemple. L'eau, c'est pareil, il lui sera possible de prendre la compétence de l'eau à titre optionnel dès 2017, tout comme de prendre la compétence optionnelle de maison de service au public à la même date en 2017.
Et les communautés issues de fusion sont bien considérées comme de nouvelles communautés, hein, pour répondre à Mme Grolier. Ce ne sont pas des issues de fusion au 1er janvier 2017, par exemple, ce seront les communautés issues de fusion. Et s'il y a une fusion au 1er janvier 2016, ce sera bien une nouvelle communauté qui sera créée au 1er janvier 2016. C'est ce qui distingue les fusions des périmètres. Vous avez la même communauté dont le périmètre est étendu. Là, quand on est avec plusieurs communautés préexistantes, on crée une nouvelle personne morale, donc une nouvelle communauté. Voilà. Question. Quid des eaux pluviales? C'est la problématique d'assainissement globalement. Est-ce que c'est ratifié à l'assainissement? Avant, c'était précisé explicitement. Oui, maintenant, ça a été enlevé des textes. Donc, ouais, il faudrait creuser la question. Ce n'est plus dans la compétence telle qu'elle est écrite dans le Code des collectivités. Parce que sinon, on n'est pas à l'abri mais quid de ceux qui le font déjà alors? Je peux commencer par quel c'était don des eaux pluviales. Alors là, c'est pour les agglomérations ouais. que c'était le cas. Et on écrivait et s'il y a lieu de prendre des mesures ou quelque chose. Je crois que là aussi, il faut une petite précision. C'est la problématique environnementale du traitement séparatif entre les eaux usées qui sont de l'assainissement parce qu'elles demandent à être traitées et l'eau pluviale qui potentiellement doit retourner dans la terre. Donc c'est une volonté. Ça a été mis en œuvre par arrêté dans un certain nombre de collectivités et je pense que c'est à ce titre-là que ça n'a pas été intégré explicitement dans le texte. Pour autant, il y aura sans doute des situations qui devront faire l'objet, a priori, d'une prise de compétence. Ouais. Et certaines le font déjà, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Auquel cas, pour continuer à intervenir, il faudrait prendre une compétence facultative. Si on est sur cette lecture, que l'assainissement ne comprend plus du tout les eaux pluviales. Il faut regarder dans les débats parlementaires. On précise ça parce qu'on regarde. Il faut qu'on reprenne un peu les choses. Ouais. Alors, sur les différentes possibilités d'harmoniser les compétences, pardon, lorsque, c'est ce qu'expliquait Catherine tout à l'heure, lorsque la fusion va avoir lieu, il faut bien distinguer les compétences, le sort des compétences obligatoires, des compétences optionnelles, des compétences facultatives. Pour les compétences obligatoires, la nouvelle communauté devra obligatoirement reprendre l'ensemble des compétences obligatoires des anciennes interco. Pour les compétences optionnelles, le nouveau conseil communautaire devra décider de leur sort dans un délai d'1 an. Alors, par exemple, à compter de la fusion, mais on peut décider de garder une compétence optionnelle et d'en restituer une autre aux communes. Ce n'est pas un package global. Chaque compétence doit être traitée individuellement. Et pour les compétences facultatives et l'intérêt communautaire des compétences obligatoires et des compétences optionnelles le cas échéant, il y a un délai de 2 ans. 3 grandes hypothèses. Première possibilité, la compétence est conservée à l'échelle communautaire. Dans ce cas-là, eh bien, soit le curseur va être mis sur la définition d'intérêt communautaire pour permettre plus de souplesse. Et là aussi, nous sommes en train de travailler avec la DGCL pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut introduire plus de souplesse pour un intérêt communautaire territorialisé. On parlait de fusion à 5 ou 6 communautés. Et dans ces cas-là, ça va être compliqué d'avoir un intérêt communautaire uniforme sur l'ensemble du périmètre. Et visiblement, ils sont assez ouverts en la matière, mais bon, il faut encore creuser parce que notamment à l'égard du principe d'égalité des usagers devant le service public, il faut quand même bien baliser tout ça. Deuxième possibilité, passer une compétence en compétence facultative, ça peut être envisageable. Et puis, deuxième grande catégorie, soit la compétence est gardée à l'échelle intercommunale, soit eh bien, le conseil communautaire décide de la partager entre communes et communautés. Alors, d'un point de vue statutaire, ce n'est pas envisageable. On a les fameux principes d'exclusivité et de spécialité qui nous empêchent de faire ça. Mais par contre, on a tous les mécanismes de délégation de compétences de la communauté vers ses communes membres
ou bien de mutualisation de services qui peuvent introduire un certain nombre de souplesses, on va y revenir. Délégation de compétences, en clair, c'est comme une prestation de service, hein, c'est-à-dire que juridiquement, c'est la communauté qui est responsable, d'accord? Si jamais il y a un dommage ou autre, ce sera la communauté qui sera responsable, mais elle peut demander à la commune de l'exercer pour son compte. Et troisième grande hypothèse, eh bien, la communauté, le conseil communautaire issu de la fusion ne soit pas garder la compétence, et donc il le restitue aux communes. Dans ce cas-là, plusieurs possibilités s'offrent aux communes. D'abord, de faire de la prestation de services entre elles, pour essayer d'avoir quelque chose d'à peu près cohérent. Le système de l'entente peut fonctionner. Ça, c'est quelque chose, simple convention passée entre plusieurs communes, et on crée une conférence dans laquelle sont regroupés 3 élus de chaque commune membre de l'entente et qui échangent. Mais il n'y a pas de nouvelle entité juridique de créer, comme le syndicat par exemple. Et donc finalement, c'est l'une des communes membres de l'entente qui prend à son compte la gestion financière, budgétaire de l'entente. Mais il n'y a pas de personne juridique qui peut prendre une décision dans ce système-là. Troisième possibilité, qui a été ouverte par la loi NOTRe, la création d'un service unifié entre communes. Et ça, on va y revenir juste après. C'est assez intéressant parce que, pour le coup, il n'y a pas non plus de création de nouvelles personnes juridiques, mais c'est beaucoup plus cadré que l'entente. Et ça peut permettre la disposition de personnel, et c'est assez encadré juridiquement, c'est peut-être plus sûr et pas plus souple, mais ça peut s'adapter à pas mal de compétences de proximité comme le scolaire ou la petite enfance. Ça peut être intéressant dans l'hypothèse du syndicat, bien évidemment. Alors l'action qui revient souvent à nos services, c'est de savoir est-ce que même si la loi NOTRe prévoit une ration syndicale, est-ce qu'on va pouvoir créer de nouveaux syndicats du fait de la fusion de communautés. Évidemment, dans certains cas, on n'aura pas le choix, il faut être clair. Mais aujourd'hui, on a quand même pas mal d'outils voilà, à notre disposition pour éviter la formule syndicale qui, quand même, est relativement lourde comparée à, par exemple, la création d'un service unifié. Voilà, il y a peut-être d'autres solutions que le syndicat, même si dans certains cas, c'est vrai que c'est compliqué de passer outre la création d'une nouvelle personne juridique. La solution des SEM et SPL peut être envisagée dans certains cas. Et puis, il y a tous les aspects de pactes financiers et fiscaux. Puisqu'on fait aujourd'hui, on ne va pas y revenir, mais une fusion, c'est aussi l'occasion de remettre à plat tout ce qui est transfert de charges, reversement financier entre communes et communautés, je pense notamment à la dotation de solidarité communautaire. On a souvent, en cas de fusion, des communautés qui ont versé à ces communes membres et pas la voisine. Comment est-ce qu'on fait pour harmoniser tout ça? Idem pour les fonds de concours. Et pour l'harmonisation des compétences, ça peut être intéressant d'avoir une vision globale de tous ces reversements entre communes et communautés à l'échelle du nouveau territoire, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut harmoniser tout ça. Et ça permet d'élargir le spectre de la négociation en réalité. Je me permets là de importantes qui sont à la fois sur ce sujet et qui concernent les finances et l'activité, c'est la fameuse question du coefficient de mutualisation, donc ce qu'on a appelé à une époque l'intégration fiscale, dans 2 cas de figure. Est-ce que, oui ou non, il ne serait pas appliqué? Et à nouveau une question de M. Selmeyer, alors qui est particulière à l'Alsace, puisqu'il semble que le préfet ait gelé les mutualisations, et du coup, est-ce que ce coefficient de mutualisation reste d'actualité? Alors, oui, vas-y. Alors, sur le coefficient, on verra le cas alsacien dans un deuxième temps. Sur le coefficient de mutualisation, effectivement, hein, le coefficient qui était prévu dans la loi MAPTAM n'entrera probablement pas en vigueur, c'est même quasiment une certitude aujourd'hui. Par contre, il est certain que on a aujourd'hui des débats à l'échelle nationale pour prendre de plus en plus en compte toutes les
les mutualisations entre communes et communautés, mais pas forcément les mutualisations de services. On sait que le coefficient de mutualisation avait de nombreux effets pervers parce qu'il était trop précis. Et finalement, si on ne rentrait pas dans la case prévue par ce coefficient et qu'on mutualisait autre chose, mais pas ce que prévoyait le coefficient, je pense notamment au service support, eh bien, on était pénalisé. Aujourd'hui, dans le cadre des discussions sur la dotation globale de fonctionnement, la discussion est beaucoup plus large et il y a une partie de la DGF qui devrait être fonction du niveau d'intégration. Alors toute la question est de savoir jusqu'où est-ce qu'on va dans la prise en compte de cette intégration. Est-ce qu'on se limite au coefficient d'intégration fiscale ou est-ce qu'on va vers autre chose, vers un nouveau modèle où on prend en compte non plus uniquement les aspects de fiscalité, parce que le CIF c'est ça, mais où on prend en compte tout le transfert de la dépense à l'échelle intercommunale sur le total de la dépense du bloc local. Ça, c'est une des pistes qui est envisagée dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement. Aujourd'hui, rien n'est fixé en la matière. Alors, mais on sait que c'est dans l'air du temps, excuse-moi. Pour répondre peut-être plus précisément à la Alsace, donc visiblement, donc le préfet aurait gelé l'obligation de mutualisation. Bon, c'est des choses qu'on a aussi vues dans d'autres départements, c'est-à-dire que ça n'est pas véritablement gelé, mais les services de l'État vous laissent un peu plus de temps pour élaborer votre schéma quand vous ne l'avez pas fait, voire même ne vous oblige pas à le faire, sachant que vous allez être amené à fusionner et qu'il est peut-être complètement utile maintenant de finaliser votre schéma de mutualisation alors que ce schéma va être bouleversé par une fusion à venir. Donc voilà un petit peu ce qu'on entend. C'est pas particulier à l'Alsace, je crois que c'est un peu du pragmatisme de la part des services de l'État pour ne pas vous contraindre à faire un schéma qui va être de toute façon revisité dans le cadre d'une fusion à venir. Alors après, pour les ententes, effectivement, c'est vrai que les ententes ne sont pas autorisées aujourd'hui en Alsace. C'est un petit peu la spécificité juridique de l'Alsace qui perdure. Vous dire si ça va être, si les textes vont évoluer dans les mois à venir, là, pour l'instant, c'est un petit peu difficile de dire si vous aurez la possibilité d'avoir recours aux ententes ou pas dans les mois ou les années à venir. Là, mais c'est vrai que c'est un point à creuser, c'est pas à l'échelle nationale, c'est une incohérence totale. Hein. Mais il faudrait qu'on avance sur ces questions-là. Ouais, tout à fait. Et sur, sur le Grand Paris, alors, pour les communautés, puisque en Ile-de-France, il y a un schéma régional de coopération intercommunale. On n'est pas sur une échelle départementale, on est sur une échelle régionale. Dans le SRCI, il est prévu des fusions au 1er janvier 2016. Donc, quand on regarde les schémas qui ont été présentés par Simon, et qu'on regarde le texte de la loi NOTRe, il apparaît que, eh bien, toutes les questions de report de compétences, etc., qui sont prévues dans la loi NOTRe, a priori ne concerneraient pas les communautés qui ont vocation à fusionner dès le 1er janvier 2016. Sauf GEMAPI, évidemment. Oui, pardon, sauf GEMAPI. Nous avons interrogé les services de l'État sur cette question-là, qui nous ont répondu que effectivement, on pouvait avoir cette lecture-là, mais il y a quand même un point qui est intéressant de souligner, c'est que normalement, le préfet, quand il y a une date butoir comme ça dans la loi de prévu, eh bien, si les communautés n'ont pas mis en cohérence leur statut avec la loi, le préfet peut, dans un délai, en général c'est 6 mois, peut d'office modifier les statuts. Quand on a une fusion au 1er janvier 2016, il n'est prévu nulle part que si la communauté n'a pas mis en conformité ses statuts avec la loi NOTRe en l'occurrence, eh bien le préfet peut d'office modifier les statuts de la communauté pour lui transférer obligatoirement ses compétences-là. C'est un peu hasardeux comme invitation, mais en même temps, elle est difficilement contestable, donc pas de contentieux, on n'en saura pas plus. S'il y en a un, on ne sait pas trop quelle sera l'issue de la position du juge. Voilà.
On a les deux interprétations qui juridiquement se valent. Et là, c'est vrai que s'il n'y a pas une interprétation du juge, ça sera difficile de trancher pour nous. Peut-être une incise à ce stade. Nous sommes fortement sollicités par des collectivités d'Île-de-France, d'ailleurs au-delà du Grand Paris, sur des problématiques particulières. Il y a à la fois des sujets comme le transport avec le STIF qui sont atypiques. Il y a les 12 territoires dits du Grand Paris, établissements territoriaux, qui ont leur spécificité. Donc là, un décret est paru et peut-être qu'il sera nécessaire d'y revenir, mais là, de manière beaucoup plus spécifique sur l'Île-de-France de manière générale et le Paris de manière particulière. Nous essaierons bien sûr de trouver des réponses précises à chaque question, mais ça demandera probablement une formation presque spécifique, à la limite, parce que j'ai également été sollicité par Marseille-Provence-Méditerranée, qui n'est pas à ce stade-là, mais il est probable que les questions concerneront également cette métropole. Alors, au moment, pour la réponse à M. Grossen-Meyer, pour la dérogation, le passage possible de 20% à 30% pour l'élection des vice-présidents, c'est au moment où le conseil communautaire libéré sur le nombre de vice-présidents. En général, c'est lors de l'installation du premier conseil communautaire. Ça peut être la séance d'après, mais en général, c'est la première. Je propose là peut-être que l'on continue la suite et on prendra un certain nombre de questions parce que autrement j'ai peur que que ce soit vous qui craquiez, les intervenants, mais qu'on ne tienne pas dans le délai. Alors on va peut-être aller à l'harmonisation des compétences et puis on reprendra sur les questions après. Donc s'agissant des compétences facultatives et notamment l'intérêt communautaire, bon, vous connaissez tous l'intérêt communautaire et bon, s'il y a besoin, on reviendra sur sa définition. L'intérêt communautaire est obligatoire depuis maintenant 2004, donc pour un certain nombre d'entre vous, vous avez déjà eu l'occasion de travailler sur l'intérêt communautaire de vos compétences. Alors son avantage, pour essayer de le déterminer, c'est que c'est un petit peu comme un curseur en fait dans vos compétences qui vous permet de monter en intégration, notamment dans vos compétences facultatives, de manière à faire évoluer vos compétences. Donc c'est comme une sorte de curseur qui va être au final la traduction statutaire de votre projet de territoire. Alors par contre, cet intérêt communautaire peut être intéressant donc, pour vraiment déterminer quelles sont les compétences de la communauté et à contrario, quelles sont les compétences qui continuent à relever des communes. Autant il peut aussi poser problème, et notamment un certain nombre de difficultés politiques, quand vous avez un intérêt communautaire qui est territorialisé sur simplement une partie d'une communauté, alors que pour le financer, vous faites appel au. Mais pour y pallier, il y a un certain nombre d'outils qui existent et qui permettent d'avoir des contreparties financières justement à cet inconvénient, les fonds de concours, les révisions volontaires des attributions de compensation et le recours à la dotation de solidarité communautaire. Ouais. Autre solution possible, toujours pour harmoniser les compétences, avoir recours donc à la délégation de compétences. Donc c'est un outil qui permet d'avoir un exercice à géométrie variable d'un certain nombre de compétences à l'échelle d'une communauté. Mais attention, dans ces cas-là, la compétence reste exercée donc sous l'autorité de la communauté. Une commune peut par exemple créer et gérer un service intercommunal toujours sous l'autorité de la communauté. La communauté confie à une commune la gestion d'un service. Donc c'est pas la communauté n'a pas la possibilité de déléguer elle-même. Les communes peuvent déléguer, la communauté ne peut pas le faire. Par contre, elle peut confier la gestion d'un certain nombre de services à des communes membres. Une prestation. Donc là, on est en train de passer en revue les différents outils qu'on a à notre disposition pour ajuster les compétences après les harmonisations demandées
à la suite d'une fusion. On passe maintenant à ce qu'il est possible de faire lorsque finalement on arrive aux communes. Il est quand même possible d'arriver à territorialiser, à faire ce que les communes exercent ensemble des compétences qui n'était pas possible d'exercer au niveau intercommunal pour différentes raisons, raisons de coût, raisons politiques. Nous avons un nouvel outil qui a été établi par la loi NOTRe, qui est intéressant, qui permet à des communes membres d'une même communauté de mutualiser entre elles sous certaines conditions. Alors en droit, c'est ce qu'on appelle les services unifiés. Donc il est maintenant possible que plusieurs communes membres de la même communauté se regroupent entre elles pour créer un service unifié. Ça va passer par une convention par laquelle on va par exemple confier à l'une des communes le soin de porter ce service unifié pour le compte des autres, avec ensuite un remboursement et puis un ensemble de règles sur le fonctionnement de ce service unifié. C'est utile parce que ça permet d'avoir donc un rassemblement des communes sans que la communauté ait cette compétence dans les statuts et se débrouille par le biais de l'intérêt communautaire, par exemple. C'est également intéressant parce que cela permet de se regrouper entre communes sans créer de structure supplémentaire, sans être sur un syndicat ou sans être sur l'outil de l'entente. Donc par exemple en Alsace-Moselle, il est possible de créer des services unifiés aussi communes membres. Alors, il y a quelques conditions pour cela, hein. C'est d'une part que ce service unifié entre les communes porte soit sur les compétences des communes, soit sur des services instructeurs. Donc si je le lis à l'envers, ça veut dire que les communes ne peuvent pas créer un service unifié entre elles sur des services sup. On ne pourra pas avoir un service de RH entre les communes. En revanche, on pourra avoir un service instructeur pour l'état civil, ou alors, si la compétence scolaire a été restituée aux communes, plusieurs communes pourront faire entre elles un service unifié permettant l'entretien et l'investissement sur les bâtiments scolaires. La deuxième condition, c'est que, avant que les communes puissent le faire, le schéma de mutualisation des services doit le prévoir explicitement. La raison à cela, c'est qu'on s'assure qu'il y a une cohérence entre ce qui est mutualisé au niveau de la communauté et ce qui est mutualisé directement entre les communes sans passer par la communauté. C'est une motivation supplémentaire pour adopter la mutualisation en dehors de l'aspect plus d'orientation politique que peut prendre la mutualisation des services. Alors, on est donc sur ces outils-là, mais bien sûr, comme l'évoquait Floriane tout à l'heure, rien n'empêche juridiquement de créer un syndicat de communes, même si on est un peu à l'encontre des orientations prévues par la loi pour le SDCI, et donc on a différentes conditions à cela. Il faut que le SDCI le prévoie explicitement quand même, pour qu'on puisse recréer, ou en tout cas qu'on soit en compatibilité avec le SDCI pour... non, c'est pas explicitement, excusez-moi, il faut que la création d'un nouveau syndicat soit compatible avec ce que prévoit le SDCI. Sauf pour des syndicats qui interviennent en matière scolaire, périscolaire ou sociale, où vous avez une dérogation, il est possible de recréer un syndicat de communes pour ces trois types de compétences, même si le SDCI n'est pas vraiment dans ce sens-là. L'avantage, c'est qu'on est sur un outil qu'on connaît très bien depuis 1990, et les inconvénients, c'est des histoires de coûts, de redondance, avec, voilà, il faut assurer le fonctionnement de ce syndicat nouveau. Un dernier outil qui peut être mentionné, qui n'est pas directement prévu pour l'histoire d'exercice direct de compétences, mais qui peut être également utile, c'est celui de la société publique locale, de l'entreprise publique locale notamment, mais la SPL. Pourquoi? Parce qu'on peut envisager que des communes qui ont récupéré la compétence auparavant intercommunale puissent créer une SPL pour gérer ensemble la compétence dont elles ont la charge. On aurait une seule structure qui serait la structure de l'opérateur, qui permettrait de gérer une compétence pour le compte de plusieurs communes membres, ce qui permettrait donc de résoudre cette question après la restitution des compétences aux communes. Juste un petit point, je plusieurs questions hein, sur les compétences. Nous allons y revenir à la fin de cette intervention. Alors, il y en a une très spécifique qui concerne les problèmes d'eau, compétences bassin. Peut-être que nous aurons une réponse par ailleurs, parce que là, elle demande une explication adaptée. Oui. Je rappelle, mais je le ferai également en conclusion, qu'il y a d'autres formations qui vont être réalisées au titre des compétences eau, déchets, solidarité, etc. Là, on reviendra justement sur ce problème particulier, à la fois des redevances, lorsqu'il n'y a pas de papier, qui est très, très, très spécifique. Et puis aussi bien Mairie Conseil que la DCF prépare une série de documentation juridique à votre disposition
Schéma et conseil, je ne sais pas, mais au niveau de la DCF, nous avons une note qui va sortir Ouais. sur tout ce qui touche à la compétence de la GEMAPI. Et puis peut-être pour répondre à Monsieur Grosset-Meyer, je crois que c'est lui qui a posé la question pour un report à 2020 de l'entrée en vigueur de ces schémas départementaux de coopération intercommunale. Alors sur la date de 2020, la DCF ne l'a jamais retenue parce que en 2014 il y a eu des fusions et c'est vrai que c'est compliqué de fusionner une année d'élection municipale. Donc on serait plutôt sur un report pour 2018 ou 2019, en tout cas pour laisser plus de temps. Dans les amendements qui avaient été soutenus par la DCF dans le cadre des débats sur la loi NOTRe, nous souhaitions, la DCF souhaitait que les schémas départementaux soient réalisés très rapidement pour savoir où allaient les communautés, qu'il y ait un cap en fait, de données et une mise en œuvre progressive sur la durée du mandat jusqu'au 1er janvier 2019. Finalement, le gouvernement n'ont pas souhaité aller dans cette voie. Aujourd'hui, on voit bien que c'est compliqué, notamment quand il y a des fusions à plus de 3 communautés, même à 3, quelquefois, ça peut être complexe quand il y a des conditions d'harmonisation de compétences difficiles à respecter. Donc, lors de la Convention nationale de la DCF qui a eu lieu il y a 2 semaines, le président Charles-Éric Leménian a bien rappelé que la DCF était pour un desserrement du calendrier au moins jusqu'au 1er janvier 2018 pour qu'on soit sur le même calendrier qu'en 2011, qu'il y ait 2 ans de mise en œuvre, ça paraît beaucoup plus raisonnable que quelques mois. Voilà, notamment quand encore aujourd'hui les communautés se parlent à peine, où on a très peu, un état des lieux très faible des compétences, des ressources humaines, etc. Donc la DCF, pour être clair, souhaite un report de la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale, au moins lorsque les élus le souhaitent, parce qu'on est sur des fusions complexes. Voilà. Ceux qui veulent avancer vite, il n'y a pas de souci, mais par contre, dans certains cas, il est souhaitable de reporter la mise en œuvre de ces schémas. La question a été déposée la semaine dernière à la DGCL pour savoir si un arrêté pouvait être pris en 2016 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2018. La réponse a été négative. On s'y attendait, il n'y a pas de surprise en la matière, c'est leur position habituelle dans ce domaine-là. Donc aujourd'hui, la seule possibilité est de modifier la loi dans des délais qui, vous l'imaginez bien, sont assez complexes. Mais il est vrai qu'au vu du contenu des projets de schémas départementaux, ils sont très ambitieux. Si ils sont mis en œuvre au final, ce sera compliqué de le faire en 6 mois. Voilà, dans des fusions à 5 communautés, enfin, on voit mal comment ça peut se faire dans des délais aussi contraints, même s'il est vrai qu'en Ile-de-France, on a quelques fusions très complexes à réaliser. C'est pareil, ils ont eu un calendrier très serré pour le faire. Donc, à voir s'il y a une modification législative dans les prochains mois sur ce calendrier-là. Mais le sujet est compliqué. Voilà. Mais il a été abordé longuement au congrès de la DCF, en tout cas. Et on avait eu le même type de questions en 2011 avec des arrêtés et puis une mise en œuvre effective différée. C'était pas autorisé à l'époque et a priori, ça devrait pas plus l'être. Non, la réponse a été claire. Ils ne veulent pas prendre de risques. Alors, 3e compétence, puisqu'il faut qu'on avance, il est déjà presque midi. Sur les ressources humaines, 3 points. D'abord, les emplois de direction. L'avenir des agents lorsque la compétence est gardée à l'échelle intercommunale et l'avenir des agents lorsque la compétence est restituée aux communes, avec toutes les possibilités qu'on a vues tout à l'heure. Pour ce qui concerne les emplois de directeur, donc le directeur général des services et le directeur général adjoint. En cas de fusion, le DGS de la communauté la plus peuplée devient le DGS de la communauté de la fusion pendant 6 mois au plus. C'est-à-dire que s'il y a une délibération prise par le conseil communautaire qui fixe, qui crée des emplois fonctionnels de directeur général des services, par exemple, eh bien, le directeur général de la communauté anciennement appelée, eh bien, ses fonctions prennent fin si ce n'est pas lui qui est nommé à l'issue de cette délibération. Donc, c'est 6 mois au plus tard. Et les autres DGS, les autres communautés, eh bien, deviennent automatiquement DGA. En ce qui concerne les directeurs généraux adjoints
des anciennes communautés, eh bien, ils sont également dans leur fonction pendant 6 mois, donc également comme DGA. Alors évidemment, il va y avoir des doublons pendant ces 6 mois. Il va falloir organiser tout ça, puisqu'ils seront détachés sur un emploi de DGA, mais évidemment, leur secteur peut varier, enfin ça, on peut l'entendre, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de doublons. Voilà. Mais dans certains territoires, il y en aura, c'est évident. Nous sommes bien là sur vraiment des directeurs généraux, c'est-à-dire que c'est un détaché sur un emploi fonctionnel. Aujourd'hui, on a des directeurs de communauté qui ne sont pas détachés sur un emploi fonctionnel, mais qui se font appeler DGS ou DGA. Là, la lecture juridique est très stricte. Ça ne concerne que des agents détachés sur des emplois fonctionnels, le directeur général service ou le directeur général adjoint. Je pense qu'il est peut-être important de préciser cette notion. L'emploi fonctionnel est lié à la mission, mais pour autant, chaque agent titulaire, chaque cadre titulaire a son grade et de toute façon sera réaffecté sur son grade. Exactement. Et cette disposition, ces dispositions ne concernent que les fusions dans le cadre des SDCI ou du SRCI pour l'Île-de-France. Si tant est que la DGCL accepte qu'il y ait des procédures de fusion de droit commun dans cette période de 2017 qui s'ouvre, eh bien, là, ces dispositions ne s'appliqueront pas. On est vraiment sur la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale. Donc voilà pour les fonctions de DG. En ce qui concerne les autres agents, il y a 2 possibilités. Soit la compétence est gardée par la communauté, soit la compétence est restituée aux communes. Dans le premier cas, là, la compétence de la communauté est généralisée à l'échelle intercommunale. Donc dans ce cas-là, eh bien, deux possibilités. Soit les agents qui sont donc soit le transfert de la compétence est total, et dans ce cas-là, les agents qui travaillaient à temps plein, on va dire, dans ces services-là, eh bien, sont transférés à la communauté. Et pour les agents qui étaient non complets, qui n'étaient pas affectés en totalité à ce service-là, eh bien, il y a un transfert possible, donc on n'est pas sur la mutation, ou sinon c'est la mise à disposition de plein droit. Lorsque la compétence est exercée partiellement par la communauté, parce qu'il y a un partage entre commune et communauté, c'est souvent le cas lorsqu'il y a un intérêt communautaire de défini, et bien là, il y a une mise à disposition de plein droit des agents concernés. Et pour finir sur la question des incidences sur les ressources humaines après une fusion, l'autre cas de figure, celui où après l'harmonisation des compétences requises, la décision a été prise par le conseil communautaire de restituer certaines compétences aux communes, voir quelles sont les incidences. Alors, la loi NOTRe a complété ce volet par les dispositions que vous voyez s'afficher sur le support de présentation. Le premier cas, c'est où on était sur des agents des communes qui jusqu'ici étaient mis à disposition de la communauté, d'une communauté qui a fusionné entre-temps, pour exercer ces compétences qui ont été restituées. Dans ce cas-là, la mise à disposition des agents prend fin de plein droit, et ceux-ci vont effectuer des missions au sein des communes membres, de leurs communes membres d'origine. Autre cas de figure, c'est lorsqu'on était sur des agents de la communauté, cette fois-ci, qui étaient entièrement affectés sur une compétence jusqu'ici exercée par une communauté, et laquelle compétence a été restituée après la fusion. Il faut cette fois-ci décider de la répartition de ces agents communautaires entre la communauté issue de la fusion et les communes membres, et ça va prendre la forme d'une convention entre la communauté qui restitue la compétence et ses communes membres pour savoir comment sont répartis les agents en question. Le troisième cas de figure sont des agents de la communauté, encore une fois, mais qui jusqu'ici étaient affectés seulement en partie à l'exercice de compétences restituées par la communauté après la fusion. Dans ce cas-là, il n'y a pas ce système de convention pour répartir les agents. Ces agents restent agents communautaires et ils doivent être affectés au sein de la communauté sur leur grade ou à un niveau de responsabilité équivalent. Voilà pour vous faire un peu le tableau des incidences en matière de ressources humaines. Alors, il y a quelques questions, mais il me semble que les réponses ont été abordées.
celle de Corinne Rask, donc le devenir des agents, vous venez de le traiter, Voilà. celle de Nadège Grolier sur les emplois en cas d'extension du périmètre, je crois que ça a été précis. Également une précision de M. Grusselmeyer, mais que vous avez également apporté, c'est le cas des directeurs généraux adjoints qui ne sont pas dans un emploi fonctionnel. Voilà. Donc là, on est dans le droit commun. Et s'il y en a un seul qui est sur emploi fonctionnel, c'est celui-là qui va être prolongé en tant que DGS pendant les 6 premiers mois. De toute façon, la question se Mais pose. ça ne veut pas dire la reprise automatiquement comme DGS de la nouvelle communauté à l'issue des 6 mois. Hein. C'est Faut pendant bien 6 être mois. clair. C'est Bon, oui, on- au plus tard pendant 6 mois. C'est pour laisser Voilà. le temps aux choses de se mettre en place. Après, voilà, on reste sur les conditions de nomination classiques. Il y avait une question là, je ne veux pas la passer, je suis désolé, il y a beaucoup à nouveau de Madame Grolier sur la gouvernance, l'harmonisation des compétences en procédure de Ah oui. fusion. Oui, et je voudrais également qu'on revienne à la question des communautés de communes. On l'a pas, nous. Ah, Ah oui, faut que tu montes la. alors, je vais vous la donner. Ah, mais On l'a, c'est bon. Et je voudrais qu'on revienne ensuite à la question plus globale de la communauté de communes béarnaise qui risque d'être rattachée à l'agglomération de Pau. On va traiter de manière plus globale. Alors peut-être que mes collègues voudront me compléter, mais Vas-y, on vas-y. était bien sur quelque chose, une présentation des fusions. Donc on est sur des règles spécifiques de fusion. Si la modification du périmètre qui sera dans le SDCI prend la forme d'une extension de périmètre d'une communauté existante, on n'est pas sur les mêmes fonctionnements. Pour la raison de base que on sera sur la même communauté et non pas sur une création de nouvelles communautés. Ça veut donc dire plusieurs choses sur les points que nous avons vus. Sur les compétences, ça veut dire que les communes qui rejoignent la communauté qui s'étend, la rejoignent pour ce qu'elle est en matière de compétences. Donc on n'aura pas de travail d'harmonisation des compétences. Hein. On sait que les communes vont devoir transférer les compétences exercées par la communauté actuelle et devoir récupérer celles que la communauté actuelle n'exerce pas avant l'extension. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose qui concerne ce qu'on a vu s'agissant de la gouvernance. Pour la gouvernance, il faut voir qu'une extension de périmètre va tellement entraîner une nouvelle répartition des sièges, parce qu'il faut quand même tenir compte du fait que nous avons de nouvelles communes membres et un bousculement de l'équilibre démographique entre les communes. En revanche, on est sur la même communauté qui s'étend, et la lecture, c'est de dire que c'est le même conseil communautaire dont la répartition des sièges change, mais c'est juridiquement le même conseil communautaire. Qui veut dire que la délibération par laquelle il a fixé la composition du bureau produit toujours ses effets. Ça, nous l'avons dans une circulaire de la DGCL prise après la QPC commune de Salbris sur la répartition des sièges. Donc tout ça pour dire que c'est la même composition du bureau qui va perdurer. Et deuxième chose, les membres du bureau, président, vice-président, ont été élus avant l'extension de périmètre, poursuivent leur mandat. Ils ont été élus avec un mandat qui est le même que celui des membres de l'organe délibérant. Alors dans la pratique, on constate que beaucoup de communautés qui sont étendues à de nouvelles communes membres modifient volontairement la composition de leur bureau communautaire pour créer, si elles le peuvent, un poste ou deux postes de vice-président pour tenir compte des nouvelles communes membres, ou au moins des postes de membres du bureau autres que vice-président, afin d'en prendre compte. Je propose juste de prendre 3 questions importantes, puis après nous serons dans l'obligation quand même d'aller vers la conclusion. C'est plus une intervention qu'une question de la part de Monsieur Leroyer de la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, puisque là nous sommes dans le cas particulier d'une communauté de communes qui va passer de 46 000 à 5 000 habitants, et il constate que le délai est effectivement très court. Alors, outre le plaisir, mais qui à mon avis ne va pas lui suffire d'accueillir le départ du Tour de France l'an prochain, c'est un constat qui est partagé. Mais je crois que là, c'est la loi, je pense que tout le monde est d'accord. Il y avait deux questions. Une question de M. Christian et M. Richard sur le SMICTOM PESNAS-AGD, sur les modalités de répartition et 300 agents. Donc vous l'avez un petit peu évoqué, puisque effectivement, ils ne relèvent pas tous de la même collectivité. Je suppose que c'est dans l'éventualité où le syndicat est à disparaître. Il faudrait peut-être préciser la question dans ces cas-là. On va peut-être prendre, et le temps que la question soit précisée, on a une question qui nous vient cette fois-ci du Morvan, la communauté de communes entre Curve et Yonne. Donc il y a une création
une fusion, 16 000 habitants, et la situation particulière d'un agent qui passe au niveau communal parce qu'il y a convention des transferts de charges. Oui. Ouais, mais je pense que c'est ça. On a deux questions, si on comprend bien. Hein. Il y a d'une part la question des transferts de charges qui dépendent de la compétence. Donc on va regarder qui est la collectivité compétente pour ensuite évaluer les charges transférées, comme on le fait dès lors que la communauté est avec la fiscalité professionnelle unique, en FPU. Ça, c'est une première chose. On regarde qui exerce la compétence et ensuite les charges par rapport à ça. Et l'autre question, c'est celle des agents, lorsqu'on est dans le cas particulier des agents qui étaient entièrement affectés avant la restitution de la compétence, où on a un aspect qui est plus conventionnel, où il faut décider avec les communes de savoir qui récupérera les agents en question, enfin à qui où seront affectés les agents en question. Et peut-être la dernière question que l'on va prendre aujourd'hui, celle de Monsieur Leroyer, qui ne s'est pas satisfait, je le comprends de ma réponse sur le Tour de France, c'est si dans le cadre de création de communes nouvelles, s'il y a nécessité de redéfinir la composition du conseil communautaire. Alors là, si on est sur le cas d'une extension, donc c'est-à-dire que la commune nouvelle rejoint une communauté, on est effectivement sur un cas d'extension, et oui, il faut redéfinir la composition du conseil. Ce qui ne serait pas le cas si la commune nouvelle était créée au sein même de la communauté déjà existante, et là on adjoindrait les conseillers des anciennes communes qui viendraient dans le conseil communautaire, mais il n'y aurait pas de modification du conseil communautaire. Dans la mesure là où on est sur une commune nouvelle qui a priori accueille des communes qui étaient auparavant extérieures à la communauté, effectivement il faut recomposition du conseil. Et ça a permis à M. Christian Richard, donc du Smithton Pesnas Ag, de préciser que c'est dans le cadre d'une dissolution du syndicat, la problématique d'affectation des agents. Oui, voilà, ça va être une restitution des agents vers les communes, dans un premier temps, et d'abord la communauté fait de la recommandation si, voilà, et si la compétence est à la communauté, voilà, il y a renvoi des agents à l'intercommunalité dans ces cas-là. Écoutez, il me revient maintenant de conclure. Je m'excuse bien sûr pour les questions qui n'auront pas de réponse instantanée, mais ne vous inquiétez pas, tant l'ADCF, Mairie Conseil et Idéal Connaissance s'attacheront à ce que vous ayez bien une réponse à la question ou un suivi des problèmes posés. Je remercie Floriane Boulet, Donou et Simon Moreau pour leur présentation, leur capacité qu'ils ont eue de prendre des questions, de répondre et d'avoir cette facilité pour cet exercice un petit peu nouveau. Je dis, on ne le sait peut-être pas, mais ce que nous réalisons aujourd'hui, le 11 septembre, lorsque nous n'avions personne, c'est l'équivalent probablement du amphithéâtre universitaire de France en séance plénière. Alors bon, on ne va pas être prétentieux, on ne va pas se comparer à Harvard, mais lorsque nous avons comme ça des centaines ou des milliers de personnes qui, dans leur poste de travail dans une salle de réunion, l'exercice que vous avez réalisé aujourd'hui est celui de ces professeurs magistraux qui sont rares et qui interviennent dans d'immenses amphithéâtres. Les chevilles de nos intervenants vont enfler, mais c'est considérable. Je remercie également celles et ceux qui faire ce que l'on appelle le back-office, qui permettent que tout ça ait lieu. Lorraine, qui est dans la salle et qui discrètement venait pour gérer que ce soit nos réglages de micro, des problèmes matériels, Fanny, Férial, Julien, qui sont dans des salles extérieures. Bien sûr, l'ADCF et Mairie Conseil. Je vous précise également que la question était posée sur l'eau et l'assainissement. Donc là, il y a une formation réalisée dans le cadre des formations spécifiques d'Idéal le 24 novembre. Par ailleurs, à la suite de la formation du 11 septembre dite décryptage de la LONOT, donc là la LONOT de manière globale, compte tenu du succès et du nombre de demandes, nous en organisons une nouvelle qui aura lieu le 4 novembre. Donc sur la totalité de l'applique loi NOTRe et de ses impacts. Et parce que nous avions eu beaucoup de questions sur ce sujet, le 9 novembre, nous aurons également une formation sur la compétence dite partagée du tourisme qui interroge beaucoup les territoires. Nous avons également été sollicités
sur d'autres problématiques. Et là, les formations auront lieu, mais nous sommes en attente notamment de réponses de l'État, hein, ça a été rappelé, la fameuse compétence économique, le transfert des zones d'activité économique, peut-être d'ici au mois de janvier, parce que là, il faut des éclaircissements. Hein. Il y a également une problématique sur laquelle nous travaillons. Nous avons sollicité, il y a une quinzaine de grosses agglomérations qui sont concernées par la transformation en communauté urbaine. Donc là, bien sûr, nous sommes d'accord pour cette formation. Nous regardons les conditions matérielles de cette organisation. La problématique de la loi NOTRe et des départements est également un sujet qui a été fortement évoqué, peut-être pas avec les mêmes partenaires, mais avec l'Assemblée des départements de France. Nous avons envisagé également la situation spécifique de l'Île-de-France, mais de celle de Marseille-Provence Métropole, qui va être dans le même cas de figure. Donc je tenais à vous remercier toutes et toutes, à remercier celles et ceux qui ont participé, qui ont posé des questions, mais également, puisque c'est le principe même de ces réseaux collaboratifs, qui vont contribuer par soit leurs questions, soit leurs réponses, à aider leurs collègues et à chaque fois à améliorer les savoir-faire des différentes activités. C'est le but de ces formations et le but de ce travail en commun, hein, la DCF, les conseils et Idéal Connaissance. Merci à toutes et à tous. Merci. Bien sûr, les supports de présentation, j'aurais dû le préciser, les supports de présentation vont être mis en ligne. Vous aurez également cette formation donc en VOD à la demande, probablement à partir de lundi. Vous savez qu'il y a toujours un petit délai technique de montage. Je préfère ne plus m'avancer parce qu'il suffit qu'il y ait des complexités qui ne sont pas de notre fait, hein, mais liées aux opérateurs. Donc je pense en début de semaine prochaine pour qu'elle soit bien sûr disponible à la demande. Merci beaucoup. Merci. Merci.